Bonjour à tous. Merci de vous connecter ce soir à cette webconférence un petit peu exceptionnelle. Vous êtes déjà plus de 3000 à être connectés pour nous écouter ce soir. Je voudrais en tout premier lieu vous remercier pour votre mobilisation sur le terrain dans cette période de forte tension exceptionnelle que nous vivons tous. Je sais que la période est complexe pour vous tous et je voudrais remercier tout le monde ici présent pour tenter de répondre à la plupart de vos questions qui sont très nombreuses ce soir. Donc j'ai souhaité effectivement organiser cette conférence pour répondre à vos attentes. Vous le savez, dès le début de la propagation du virus, nous nous sommes mobilisés avec les autorités pour pouvoir apporter des réponses et des solutions. J'espère que nous y parviendrons ce soir. Je dois vous annoncer que nous avons l'heureuse surprise d'accueillir notre ministre de la Santé qui devrait arriver d'une minute à l'autre, donc Olivier Véran. Donc bien sûr, dès qu'il arrivera, on interrompra s'il faut cette introduction. Donc il est attendu d'ici 5 à 10 minutes. Donc face à cette situation, les représentants donc, de la profession se mobilisent. Je vais quand même vous les présenter, même si je ne doute pas que vous les connaissez déjà. Donc Gilles Bonnefond donc, pour l'USPO, Philippe Besset donc, pour la FSPF, Pierre Bégry, donc président du Conseil central A, donc les titulaires d'officine, Jérôme Parésis-Barbier, président du Conseil central D pour les pharmaciens adjoints d'officine, et Laure Brenas, que vous connaissez peut-être moins, qui est la présidente du Conseil central C, donc les représentants, les pharmaciens de la distribution en gros. Donc, très vite, on va pouvoir aborder donc, les thématiques que vous avez souhaité aborder ce soir. Donc, en premier, l'approvisionnement en masques et leur délivrance. En second, les solutions hydroalcooliques que vous pouvez donc produire depuis samedi. La conduite à tenir avec les patients qui se présentent à l'officine. Des questions aussi concernant le personnel à l'officine. Enfin, des questions économiques sur la situation, bien sûr, qui pourrait se produire en prévision du stade 3. Et puis, justement, en prévision de ce stade 3, quelle continuité des soins, nous, officinaux, on va pouvoir continuer à apporter à la population. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aborder donc ces sujets les uns après les autres, mais surtout au travers de vos questions. Je ne tiens pas à faire de longs discours. Vos questions, je les ai là sur la tablette. Et puis, vous pouvez bien évidemment continuer tout au long de la conférence à poser vos questions et on essaiera d'être le plus interactif possible. Mais très honnêtement, je pense que déjà, on a beaucoup de matière grâce à vos questions que vous avez bien voulu nous donner en avance. Si nous n'avons pas le temps de traiter toutes les questions, promis, nous ferons une liste questions-réponses sur le site de l'Ordre qui sera disponible, bien sûr, tout de suite après la webconférence, probablement dès demain. Et ça fera donc un objet aussi d'un document qui pourra évoluer, puisque je tiens à vous le dire, et on ne le dira jamais assez ce soir, vous l'avez compris, cette situation est très évolutive. Les recommandations bougent de jour en jour. Elles vont évidemment bouger quand on sera en stade 3. Donc les informations que nous vous donnons ce soir, c'est celles que nous avons en notre possession à ce jour, pour certaines validées par les autorités, pour d'autres en attente encore de validation et de réponse, puisque, comme je vous l'ai dit, nous sommes en contact permanent pour tenter d'obtenir les questions que vous vous posez, mais on n'a pas toujours la réponse, et je vous garantis qu'on est là justement pour tâcher d'obtenir ces réponses. Donc, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet et je vous propose de commencer par l'approvisionnement en masques et leur délivrance. Peut-être on peut commencer par les questions qui sont là aussi nombreuses sur où sont les masques, est-ce qu'il y a des pharmacies qui n'en ont pas eu, pourquoi elles n'en ont pas eu. Sur le premier lot, je vous rappelle qu'il y a eu donc un déstockage de l'État, du stock de l'État de 10 millions de masques qui ont été acheminés en urgence, j'allais dire, par les métiers de la distribution en gros. Laure, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui si toutes les officines ou presque ont été livrées et sinon, pourquoi et surtout à qui s'adresser? Voilà, donc merci Karine. Donc les dépositaires et les grossistes répartiteurs se sont mobilisés pour pouvoir livrer l'ensemble des 21 500 pharmacies de France.
Donc c'est 10 625 000 masques qui ont été livrés ou qui, pour certains, sont en cours de livraison. Et normalement, les dernières livraisons devraient avoir lieu d'ici la fin de la semaine. Une dotation complémentaire, le 2 mars, a été décidée par l'État de 1 500 000 masques complémentaires sur les 6 régions qui, au 2 mars, étaient à risque, c'est-à-dire, enfin pas les régions, excusez-moi, les départements, la Savoie, la Haute-Savoie, le Morbihan, Paris, l'Oise et le Val d'Oise. Donc ça aussi, ils ont été délivrés. Donc ces pharmacies de ces départements ont eu une dotation un peu plus élevée en nombre de masques. Alors si d'aventure, à la fin de la semaine, certaines pharmacies n'avaient pas encore reçu leur dotation de masques, à ce moment-là, vous pouvez contacter un site internet qui s'intitule ainsi « masque au pluriel covid-19 » @csrp.fr. Bon, il sera mis en ligne de toute façon sur l'ordre. C'est une adresse mail où vous pouvez faire part de votre réclamation. Voilà. Merci Laure. Donc je tiens à préciser que c'est une très petite partie, hein. On parle de quelques centaines peut-être encore d'officines qui ne seraient pas encore livrées, donc sur les 22 000. Et puis il faut vous expliquer que le circuit est un peu compliqué, puisque effectivement on a fait appel à un fichier qu'on appelle un fichier EPRUS qui attribue à chaque officine un grossiste répartiteur pour les situations d'urgence comme celles que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle le circuit est un peu modifié par rapport à vos habitudes de relation avec vos grossistes répartiteurs. Voilà, c'est un fichier un peu exceptionnel qui a été utilisé, mais normalement tout devrait rentrer dans l'ordre effectivement dans les prochains jours. Merci Karine de cette précision. Effectivement, c'est un fichier qui nous a été fourni, c'est-à-dire ce n'est pas forcément vos grossistes répartiteurs habituels qui vous livrent, et c'est bien un flux poussé, c'est-à-dire que vous n'avez pas à faire la demande, et c'est une livraison qui vous arrive naturellement, on va dire. Merci. Alors après, il y a de très nombreuses questions sur l'utilisation des masques. Sujet, j'allais dire, de tension et d'incompréhension sur le fait que notamment les pharmaciens n'avaient pas été cités comme professionnels de santé pouvant disposer de ces masques. Alors là, on a de très nombreuses questions, on va essayer d'y répondre. Donc effectivement, ces masques sont à destination des professionnels de santé en premier. Alors, déjà sur la disposition pour les professionnels de santé, je ne sais pas si l'un de vous veut répondre, mais à qui alors, vas-y Philippe, donc c'était bien une boîte de masques par professionnel de santé. Et on va s'interrompre parce que justement, le ministre va pouvoir répondre à cette question. C'est lui qui va répondre à la question, voilà. On lui a demandé évidemment les masques, donc c'est lui qui va répondre à la question. Bon, c'est vrai que c'est un sujet qui nous a tous, qui a été compliqué pour nous, hein, de cette dotation de l'État. Voilà, est-ce que pour les professionnels de santé, effectivement, donc les médecins, les infirmières, etc., et quid pour les pharmaciens, est-ce qu'ils pouvaient l'utiliser pour eux? Est-ce qu'ils pouvaient l'utiliser pour les patients qui se présentaient à la pharmacie? Est-ce que les pharmaciens pouvaient honorer des prescriptions de médecins qui sont nombreuses? Là, il faut reconnaître que les directions n'étaient pas très claires jusqu'à ces dernières heures. Et j'espère que le ministre va pouvoir nous éclairer tous sur ce sujet qui est particulièrement compliqué en ce moment pour les officines. Et on comprend très bien, et la demande des officinaux est tout à fait légitime d'avoir ces clarifications. Monsieur le ministre, ça a démarré, absolument. Ciao de loin. On a commencé, on a plus de 3000 pharmaciens déjà connectés. Voilà, qui attendent, on a commencé, qui nous entendent, qui nous voient. Il faut parler dans le micro. Il faut parler dans le micro, absolument. Dans le micro. Voilà, merci vraiment d'être là. Bonjour. Ça va? Ça va, oui. Voilà, on a évidemment beaucoup de questions. La première, Monsieur le Ministre, c'est celle sur les masques pour les pharmaciens. Oui. Comment utilisent-ils ce fameux stock de l'État?
Alors d'abord, je tiens à vous remercier. Ça marche? Il fonctionne le micro? Vous m'entendez? D'accord. Je souhaite d'abord vous remercier tous les pharmaciens pour l'implication au quotidien des professionnels de santé. Vous savez que la situation est très évolutive. Je viens juste de faire le point presse où j'ai annoncé qu'il y avait plus de 2200 malades et une quarantaine déjà de victimes de l'épidémie. L'OMS vient de décréter ce soir un état de pandémie, c'est-à-dire que l'OMS considère que l'évolution est suffisamment avancée sur le territoire et concerne désormais un nombre suffisant de malades pour parler de pandémie. La situation est très évolutive sur le plan international. Elle est évolutive en France. Plus de 500 diagnostics biologiquement attestés supplémentaires aujourd'hui. Et donc, ça fait des semaines qu'on prépare, qu'on anticipe, qu'on adapte, qu'on met en place des mesures de freinage, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, qui ne sont pas les mêmes mesures avec la même implication territoire par territoire, parce qu'elles tiennent compte de la réalité de la maladie sur chaque territoire, en fonction de savoir si le virus circule activement ou si, sur certains territoires, il n'est pas encore complètement rentré et ne se transmet pas encore d'homme à homme. Moi, je rappelle ma confiance totale dans la profession de pharmacien. D'ailleurs, j'avais appelé très vite la présidente de l'ordre, Karine Wolf, quand j'ai eu besoin d'établir une doctrine de répartition des masques à destination des médecins et des patients. Et la réponse ne s'est pas fait sentir, c'était immédiatement oui, bien sûr, d'accord. J'ai conscience que la formulation, parce que j'imagine que c'est la raison de la question, la formulation du message DGS urgent qui ne mentionnait pas explicitement les pharmaciens dans l'attribution des masques a pu heurter certains pharmaciens, j'en suis absolument désolé. Dans ma tête, les choses ont toujours été très claires et elles sont également tout à fait claires ce soir. Les pharmaciens sont naturellement des professionnels de santé à part entière. Au regard de leur mission en termes de continuité des soins, du contact qu'ils peuvent avoir avec les patients, ils font partie des métiers prioritaires dans la délivrance de masques chirurgicaux issus du stock d'État. J'aurai l'occasion de revenir, messieurs, dames, avec vous dans les jours qui suivent, peut-être dans les 24-48 heures, sur les modalités de répartition de ces masques, parce que vous savez que c'est une ressource qui reste rare. Il y avait une doctrine qui avait été établie en 2011 et 2013 suite à l'épidémie H1N1 qui disait qu'il fallait faire un certain stock de masques chirurgicaux d'État, pas de stock de masques FFP2, et que pour le reste, les stocks étaient à la charge de l'employeur ou de l'indépendant lorsqu'il s'agissait de professions libérales. Ce qui n'avait pas été anticipé à l'époque, j'en suis conscient, c'était que la crise virale pourrait croiser une crise économique et une crise de production. Et comme la Chine a été le premier pays touché et que la Chine est le premier pays producteur au monde de masques, ça a mis un certain nombre de pays, quasiment tous les pays à l'exception de la Chine, dans une situation extrêmement délicate. Pour autant, j'ai une équipe de 10 logisticiens qui travaillent jour et nuit depuis maintenant une dizaine de jours pour déterminer les conditions de répartition des masques, etc. Et je vous le dis, vous faites partie de la liste, il n'y a aucun sujet pour moi. Donc soyez rassurés de ce point de vue-là. Je vous dirai bientôt comment est-ce que vous pouvez vous les voir attribués et quelle est la logique de consommation de ces masques, sachant que, je le répète, c'est un bien précieux, indispensable pour protéger les plus fragiles et les professionnels de santé notamment. Je tiens à saluer à l'occasion le lien, mais ça vous l'aurez compris, direct que je peux avoir avec l'Ordre des pharmaciens, mais aussi la FSPF et aussi avec l'USPO, et ça depuis des années. Je crois qu'on peut dire qu'on se connaît bien les uns les autres, et donc j'aurai à cœur d'enrichir et d'entretenir ces liens dans les semaines qui viennent, mais au-delà de l'épidémie, je l'espère vivement dans les années qui viennent, pour qu'on puisse travailler ensemble et avancer. Marque de confiance, mais c'était une évidence pour moi, et je crois que la réponse a été donnée extrêmement rapidement quand il m'a été posé la question de savoir si les pharmaciens pouvaient faire leur propre gel hydroalcoolique. J'ai dit oui. On a demandé le déblocage européen d'un certain nombre de critères qui pouvaient être gênants, et dès qu'on l'a obtenu, j'ai signé dans la soirée le décret l'arrêté qui permet aux pharmaciens de produire et de commercialiser des solutions hydroalcooliques fabriquées dans les officines. Je pense que je réponds à toutes les questions d'un coup, Karine, c'est ça? D'accord, j'ai compris. Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, ça s'intègre en plus dans un contexte de pénurie potentielle, en tout cas de difficulté d'acheminement. On m'a dit qu'il y avait jusqu'à 2 millions de doses par jour qui pouvaient être produites. Un point d'alerte sur la question des prix, parce qu'il y a une forte sensibilité des Français et des pouvoirs publics dans une période d'épidémie, à ce que tout le monde puisse se protéger dans de bonnes conditions, et ça je compte sur l'esprit de responsabilité et le civisme de chacun, mais je sais qu'il sera toujours présent au rendez-vous. Voilà ce que je pouvais dire ce soir.
Merci beaucoup, en tout cas, d'abord de cette marque de confiance, d'avoir pris le temps de vous libérer quelques minutes pour être avec nous. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de questions. Mais là, on a déjà on a plus de 1000. Vous laisser parce que j'ai un plateau télé pour répondre aux Français sur la crise virale ce soir. Les journées s'enchaînent, les nuits s'enchaînent et les jours se ressemblent. Je suis un peu perdu dans les jours de la semaine parfois et du week-end, mais je reviendrai avec plaisir. Je suis très impressionné qu'il y ait 3000 pharmaciens qui soient connectés. Ça va peut-être même encore monter, là. 3000 pharmaciens connectés. Combien ? 4844. 4844. Alors, il m'a rarement, voire jamais été donné l'occasion de parler à autant de professionnels de santé d'un coup. Donc, à refaire, réinvitez-moi, j'aurai plus de temps. On fera peut-être un échange questions-réponses. Je vois que vous fonctionnez avec, je ne sais pas si c'est des tweets ou des SMS. On travaillera ensemble vraiment avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et je vous garantis, c'est dans les périodes difficiles qu'on voit aussi la grandeur de l'esprit et de la vocation des professionnels de santé. Et j'en suis un. Je me sens partie intégrante de la famille. Et j'aurais à cœur qu'on puisse, de la part des pouvoirs publics, montrer à chacun l'affection et la reconnaissance qu'on vous porte. Merci beaucoup. On se trouve sous le sérum de Galien. Voilà, c'est notre salle de conseil. Donc voilà. Donc c'est les. Donc j'ai prêté serment là. Absolument. Merci beaucoup. Bon courage et à très bientôt. Merci. Merci. Alors, bon. Vous êtes rassurés, en tout cas ça fait toujours plaisir d'entendre la reconnaissance du ministre pour la profession. Néanmoins, il reste beaucoup de questions pratico-pratiques. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, comment on fait avec nos équipes et comment on fait quand on accueille un patient ? Alors, j'avais commencé par Philippe. Voilà, sur les masques. On va rester sur les masques pour le moment. Il y a deux questions qui pour moi se posent. C'est quand un patient se présente à la pharmacie, que fait-on ? Alors, le ministre l'a indiqué, donc là, il y a cette reconnaissance qui était nécessaire et que je pense que tout le monde attendait. C'était des questions très fréquentes là-dessus, donc maintenant on passe là-dessus et on va commencer à voir comment on fait selon les stades de l'épidémie, puisque là on est en stade 2 et donc ça va forcément évoluer. Ce que nous avons recommandé, les organisations syndicales, les deux, c'est de garder donc dans l'officine une boîte de masques. Ce n'est pas évidemment pour que vous équipiez tout le monde avec les masques, mais c'est que pour quand un patient arrive à l'officine et qu'il est en situation où on le voit qu'il tousse, où on voit qu'il peut y avoir une suspicion d'affection, à ce moment-là, il faut qu'il s'équipe d'un masque. Donc il faut avoir cette technique-là. Donc là, c'est le première consigne qu'on vous donne, c'est d'équiper les patients du masque. Donc on a on verra dans les stades de l'épidémie comment le ministre nous indiquera de les donner, mais pour l'instant, la mesure barrière qui est priorisée, c'est de se tenir à plus d'1 mètre du patient quand il a une infection, puisque en fait l'affection se développe par postillon, et voilà, donc il faut se tenir à plus d'1 mètre du patient et essayer de lui donner un masque. Voilà. Ah non, moi j'ai un micro, autant pour moi. Donc on peut peut-être mettre à l'écran les recommandations qui existent sur le port du masque. Sachez que par ailleurs, j'en profite pour vous le dire, sur le site internet de l'Ordre, vous avez tous les documents à disposition sur les recommandations du ministère notamment, mais d'autres qu'on aura l'occasion d'évoquer plus tard. Sur l'équipement du personnel de l'officine en masque, Jérôme, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Pour compléter ce que vient de dire le ministre, il a bien rappelé que c'était une denrée rare. Donc il n'est pas question aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire aujourd'hui que vous portiez ce masque, bien évidemment. Ça ne sera que dans les situations d'urgence, comme vient de le rappeler Philippe Besset, que vous pourriez être amené à porter ce masque. Mais pas pour l'instant, il n'y a rien à craindre, bien évidemment. Merci pour cette précision. Alors évidemment, vous allez me dire, oui mais c'est très bien, mais aujourd'hui on n'a plus de masque. Certes. Donc, effectivement, on attend, le ministre l'a annoncé dans les prochains jours, une nouvelle dotation. Et donc, là encore, on va suivre, bien sûr, cette dotation et on vous tiendra au courant de quand cette dotation arrivera. Un mot peut-être, Pierre, sur la réquisition. Est-ce qu'on peut clarifier la réquisition? Qu'est-ce qu'on peut faire? Que veut dire cette réquisition des masques? La réquisition des masques,
Le texte est précis. Vous avez des masques FFP2 qui sont normalement réservés aux praticiens hospitaliers et aux médecins dans le cas d'actes de proximité. Ces FFP2, ils sont réquisitionnés, donc vous ne pouvez ni les céder ni les vendre. On a un sujet plus délicat à traiter, c'est concernant les masques chirurgicaux. A priori, ces masques chirurgicaux, ils font débat parce que on n'en a plus. Donc, les pharmaciens à qui il resterait quelques masques pourraient éventuellement les céder. Mais on ne parle que de masques qui sont la propriété des pharmaciens, mais pas les masques État, bien sûr. Merci Pierre, c'est important de le préciser puisqu'il y a effectivement beaucoup de questions autour de ces masques, si ce n'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, comme on n'en a plus de toute façon, mais sur les FFP2, je veux être très clair à nouveau, on ne peut pas vendre de masques FFP2, c'est très clair, au moins sur les masques FFP2. Alors, il y a une question aussi que je me propose de répondre aussi, les masques du stock d'État sur le point de périmer restent-ils efficaces? Gilles? De toute manière, on n'a pas beaucoup de choix, puisque ces masques périment au mois de mars, etc., ils servent à protéger. Certains nous disent que c'est l'élastique qui est soumis à des règles de péremption. Donc je pense qu'aujourd'hui, on utilise ce qu'on peut utiliser, ça protège un petit peu plus. Je crois qu'il ne faut pas se poser de questions et pas jeter ces masques alors qu'on n'arrive plus à en trouver. Alors, il y a beaucoup de questions qui étaient valables quand on avait encore des masques, mais ceci dit, on peut quand même les traiter parce que quand on aura cette dotation, elle pourra être à nouveau valable, les questions. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a une liste de priorités parmi les professionnels de santé à qui donner ces masques? Philippe? Non, il n'y a pas de liste priorité dans la première dotation. Donc, il faut, là encore, suivre précisément les consignes qui sont très évolutives. Donc, dans la première dotation, on donnait les masques aux professionnels de santé libéraux, exclusivement aux professionnels libéraux, dans l'ordre d'apparition dans l'officine, dans l'ordre des demandes. On vous avait demandé de tracer afin que vous puissiez dire à qui vous les avez donnés. Il n'est pas impossible que dans la deuxième dotation, nous ayons des ordres de priorité à respecter. À ce moment-là, nous vous les indiquerons, toujours par le canal donc des DGS urgents qui sont portés par le dossier par pharmaceutique et qui s'affichent donc sur tous les écrans des officines. Merci Philippe. Peut-être une précision, j'allais dire, pas de bon sens, parce que, mais si dans mon officine j'en ai, mais toi t'en as plus, comment on fait ? Est-ce que c'est moi qui vais les apporter à mes professionnels de santé autour de moi, ou est-ce que je peux te dépanner si tu m'appelles gentiment? Je pense que les médecins, les infirmiers doivent, bien sûr, ont eu l'information et peuvent venir s'approvisionner en pharmacie. On est tous dans des périodes où on est tous débordés. Je pense que chacun doit faire l'effort. Alors c'est sûr que si dans un cabinet, il y a 4-5 professionnels qui exercent en même temps, au lieu de donner 4 paquets de 50 masques, on peut en donner qu'un, ils se le répartissent, puisqu'on est très contingenté actuellement. Je voudrais rappeler que ce ne sont pas que les professionnels libéraux, c'est aussi des professionnels de santé salariés qui exercent dans des centres de santé, les médecins, qui peuvent aussi bénéficier de ces masques. Il ne faut pas, bien sûr, les exclure. Et puis, il faudra qu'on regarde quand même certains pharmaciens qui n'ont pas d'environnement avec beaucoup de médecins, de voir comment ils peuvent répartir ces masques à leurs confrères qui n'en ont plus. Merci. Je vais aussi répondre à une question pour l'outre-mer. Je ne sais pas si on a ce soir ou ce matin, ou selon les horaires des personnes de l'outre-mer. Mais effectivement, il faut rassurer nos confrères outre-marins. Il y a bien un stock qui a été prévu. Je regarde aussi l'or pour l'outre-mer, mais comme c'est un circuit particulier, les grossistes répartiteurs de ces territoires-là avaient déjà des stocks prépositionnés. Donc c'est bien ces stocks prépositionnés qui sont prévus pour les pharmaciens outre-marins et qui sont en cours d'acheminement également, donc dans les tout prochains jours. Sur l'approvisionnement en masques, donc vous l'avez compris, on attend. Le ministre vient de l'annoncer, donc j'espère qu'on aura des informations dans les 24 à 48 heures. Un mot sur les prescriptions.
et comment peut-on honorer les prescriptions. Tout le monde a l'air de vouloir répondre. Allez, Philippe. Ouais, chacun complétera. Oui, tu compléteras. Non, la réponse de la Direction générale de la santé est claire. Non, nous ne pouvons pas, à ce stade et à l'heure où nous parlons, honorer les prescriptions médicales. Les masques sont réservés aux professionnels de santé. Nous devons les distribuer aux professionnels de santé libéraux et il n'y a pas de question d'honorer les prescriptions médicales. Mais cette mesure est forcément évolutive. Vous avez dû entendre les dire du ministre, justement, de temps en temps, de la porte-parole du gouvernement qui parlait de cette prescription médicale. On sent bien que quand on passera à un nouveau stade de l'épidémie, on va nous demander très probablement de délivrer les masques. On le ressent comme ça, nous, mais nous n'avons pas d'informations à ce stade, donc la consigne à date est claire, non, nous ne honorons pas les prescriptions médicales de masques. Et demain ? Alors d'abord, aujourd'hui, il faut clairement dire aux médecins de ne pas prescrire de masques parce que nous n'en avons plus. Donc ça créerait des tensions au niveau des pharmacies puisque nous avons tout donné aux médecins. Donc si le médecin considère qu'un patient a besoin d'un masque, à lui de juger s'il utilise les masques qu'on lui a donnés. Par la suite, et c'est ce qu'a dit clairement Olivier Véran, c'est le stock de masques va évoluer et les règles vont évoluer. Et donc à ce moment-là, nous aurons des consignes précises pour savoir dans quelles conditions nous pourrions honorer des prescriptions, bien sûr à condition d'avoir des masques, et bien évidemment quelle quantité on devrait donner chaque fois aux patients. Bien sûr, si ce sont des masques État, ils seront donnés gratuitement, bien évidemment. Merci Gilles. Peut-être une question aussi, il y a quelques questions sur les FFP1 et les masques qui existent dans d'autres circuits de distribution. Pierre. Oui, les FFP1, on appelle ça les masques coquilles, ce sont les masques qui sont traditionnellement vendus dans les magasins de bricolage. Et il se trouve que dans le Code de la santé publique, une ligne prévoit que les pharmaciens peuvent délivrer et dispenser du matériel pour protéger l'arbre respiratoire. Donc, comme ces masques sont destinés à protéger des poussières, il n'est pas interdit pour les pharmaciens d'en dispenser, mais il faut quand même rappeler que ces masques sont pour des poussières et ne sont pas efficaces pour protéger du virus. Oui, je ne sais pas pourquoi je veux toujours prendre un micro. Peut-être pour finir, à moins que quelqu'un veuille rajouter quelque chose sur les masques, je voudrais bien rappeler la technique du double masque. C'est bien celle qui protège le professionnel de santé. C'est à la fois le patient qui doit porter un masque et le professionnel de santé. Ce double portage de masque est équivalent en termes de protection à un FFP2. Et ça a été prouvé par des études. Il y a une référence dans un article d'ailleurs qui est sur le site de l'ordre du JAMA. Donc c'est bien ce double portage qui est efficace. Et je vous rappelle aussi qu'il n'est pas prévu que les pharmaciens d'officine aient des FFP2 comme les autres professionnels de santé, quelle que soit la phase d'évolution de l'épidémie. Est-ce que je me tourne, on a priori, je vois brasser, je pense, toutes les questions. Il y a quelques petites questions encore sur le déconditionnement. Donc, bien sûr, quand on recevra le prochain stock de l'État, si on a des boîtes de 50, comme on le disait, gardez une boîte pour vous. Mais encore une fois, on attend des recommandations peut-être plus précises dans cette évolution de l'épidémie. Et puis, après, je dirais, si vous avez une boîte à partager entre deux infirmiers, effectivement, je dirais, c'est un peu du bon sens d'essayer d'encourager les professionnels de santé entre eux aussi à se partager le stock. C'est de l'ordre de la solidarité, j'allais dire, entre professionnels de santé. Peut-être parce qu'il y a une question que je vois à l'écran à laquelle on n'a pas complètement répondu. Donc on a dit que c'était pour les professionnels libéraux. Gilles a rajouté, donc les médecins salariés des centres de santé sont également concernés, mais pas les infirmières d'établissements scolaires, pas les professionnels de santé d'EHPAD, sinon ce sont les ARS qui sont en charge de la distribution des masques à ces professionnels-là. Oui, donc toutes ces réponses, soyez rassurés, elles seront bien présentes sur la liste des questions-réponses disponibles.
Je vous propose de passer aux questions sur les solutions hydroalcooliques. En introduction, donc effectivement, je vous rappellerai qu'il y a l'arrêté qui est sorti. On peut peut-être rappeler à l'écran le texte de l'arrêté. De nombreuses questions autour de ces solutions. Voilà, et c'est Pierre qui va commencer à répondre à certaines d'entre elles. Je les cherche, mais sinon tu peux commencer peut-être par l'explication de l'arrêté. Qui n'est autre qu'un pharmacien d'officine. L'arrêté, il est bien précis. Il est tellement précis, le ministre en a parlé. C'est un arrêté qui fait référence à une formule de l'OMS. Non seulement il fait référence à la formule de l'OMS, mais ici il fait aussi référence à la pratique de la préparation de ce biocide, et il fait aussi référence à l'étiquetage. Donc vous avez tout sur l'arrêté. Ce n'est que du recopiage. Par contre, des précisions, on a eu beaucoup de questions sur le type d'alcool à utiliser. C'est de l'alcool médical qu'il faut utiliser, soit du 95, soit du 90. La formule qui est précisée dans l'arrêté, elle part de l'alcool à 95. J'invite les pharmaciens qui n'ont que de l'alcool à 90 à reconsulter leur table de mouillage pour faire la proportion et rajouter ou diminuer de l'eau en fonction du titrage de l'alcool utilisé au départ. Donc on est bien d'accord, c'est bien les matières premières à usage pharmaceutique qui doivent être utilisées. Exactement. Et sur le statut, est-ce que tu peux repréciser, statut préparation ou pas? Alors, ce ne sont pas des préparations en tant que telles, puisque nous préparons un biocide. Vous avez entendu le ministre dire, et vous avez compris pourquoi on a mis du temps pour que cet arrêté sorte, parce que les pharmaciens ont beaucoup reproché à la profession de ne pas faire sortir cet arrêté de suite, mais derrière, il y avait des contraintes européennes, parce qu'il fallait spécifier et faire sauter des verrous. Donc, on a réussi à faire sauter ces verrous qui ont permis la déclassification provisoire de ce biocide, mais pour du moins, ce n'est pas une préparation magistrale. Donc, bien sûr, on vous recommande d'utiliser les bonnes pratiques de préparation, mais les recommandations de l'OMS suffisent pour faire cette préparation. Du coup, pas forcément besoin de, je lis les questions et je fais les réponses en même temps, pas besoin de garder un échantillotech, même si ça peut être recommandé, mais en tout cas les textes ne l'obligent pas. Exactement. Pas besoin de haute afflux laminaire. Non, mais uniquement une aspiration d'air quand on veut fabriquer plus de 50 litres. Très bien. Donc les bonnes pratiques, on l'a évoqué. Alors, la quarantaine avant libération, Gilles? Oui, ce qui est précisé, ce sont les 72 heures. Hein. Il faut laisser reposer 72 heures avant de pouvoir le délivrer. Il faut suivre la recommandation qui est dans le texte et uniquement cette recommandation. Il ne faut pas rajouter d'autres produits. Il ne faut pas changer la composition. On doit respecter cette règle. Cet arrêté prévoit cette préparation et uniquement cette préparation. La question des flacons et du flaconnage, Philippe. Alors, d'une part, sur le flaconnage, nous avons la possibilité, grâce à cet arrêté, de diviser les préparations qui nous sont proposées, qu'il s'agisse de gel ou de solutions hydroalcooliques, à partir du moment où elles nous sont données toutes prêtes, d'une part, et par ailleurs, nous sommes en capacité également de remplir les flacons que portent les usagers, mais à condition bien sûr que ce soit des flacons qui soient propres. Donc nous conseillons soit des flacons qui ont déjà contenu du gel ou une solution hydroalcoolique, ou bien à minima des flacons de verre qu'il faudra s'assurer d'avoir correctement nettoyés avant de les remplir. Merci Philippe. Jérôme, peut-être un mot sur combien de temps ça se garde, une SHA? Là, c'est 2 ans, c'est prévu. Les textes sont bien clairs. 2 ans, à moins qu'un des produits qu'on utilise pour la préparation ait une date inférieure. Inférieure, bien évidemment. Mais je pense qu'ils vont être utilisés un peu plus rapidement. Je pense aussi. Alors, il y a la question des prix, bien évidemment. Et là, Gilles, pour commencer, peut-être Philippe, pour compléter.
D'abord, je sais que tout le monde se plaint de ne pas avoir accès assez rapidement à toute la matière première. Donc on sait qu'on a des difficultés, il faut l'accepter, c'est pas facile. Donc il faut parfois passer plusieurs coups de téléphone et on sait que les délais risquent d'être pas aussi rapides qu'en période habituelle. Sur le prix, on a bien sûr travaillé avec la DGCCRF qui a la possibilité sur le décret qui est déjà paru sur les gels hydroalcooliques de mettre en place une procédure spécifique puisque nous avons plaidé la fabrication artisanale. On est sur des petites fabrications dont on ne peut pas être sur les mêmes prix que sur les gels qui sont préparés de façon industrielle. Donc on n'a pas encore l'arbitrage, mais il est prévu un coefficient, et on ne sait pas à quel niveau, mais en tout cas il peut être jusqu'à 1,5, supérieur au prix pratiqué sur les gels, pour l'appliquer sur les solutions. Cet arrêté devrait sortir avant la fin de la semaine pour être appliqué aux fabrications en officine sur des petites quantités. On n'a pas encore malheureusement l'arbitrage, mais ce sera supérieur au prix pratiqué sur les gels, bien évidemment. Philippe ? Oui, peut-être deux ou trois précisions. D'abord sur l'encadrement des prix du gel. Certains confrères ont acheté des produits plus chers que le prix limite. La réponse de la DGCRF est maintenant sur son site. Donc d'une part, de façon, je ne veux pas être ironique, mais de façon assez sympathique, ils nous ont dit qu'ils ne nous poursuivraient pas si on vendait à perte. Super. Mais de façon plus raisonnable, ils nous ont dit que nous pouvions vendre le prix au prix d'achat, majoré de la TVA. Ça, c'est une précision qui est importante pour ceux qui ont acheté un peu plus cher. Deux autres petites précisions. La première, c'est que nous avons tenté d'avoir un coefficient multiplicateur pour nos confrères outre-marins à cause donc des taxes spécifiques qui sont liées à l'octroi de mer, voilà. Donc ça n'a pas été retenu, donc nous allons remonter au créneau parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de difficultés là-dessus. Voilà. Et dernier point là-dessus, nous avons obtenu l'assurance que à peu près la moitié des officines françaises, c'est la consultation que nous avons lancée ce week-end, étaient prêtes à fabriquer cette solution. Donc c'est très bien, ça permettra de couvrir les besoins, j'espère. Encore peut-être une précision, Gilles, sur les droits de douane et les taxes. Oui, parce que vous savez que l'alcool. Voilà, sur l'alcool, vous savez qu'il y a des droits d'assises quand l'alcool est destiné à être revendu. Donc là, il est taxé. Quand il est destiné à la préparation, il n'a pas à subir ces droits d'assises. Vous devez tenir une comptabilité pour justifier comment vous avez utilisé cet alcool, et vous devez préciser à votre fournisseur que vous allez l'utiliser pour des préparations et pas pour le revendre, bien évidemment. C'est une bonne précision, en effet. Pierre, alors, il y a aussi une question, il y a deux questions, Pierre, pour toi. C'est est-ce que les pharmaciens peuvent préparer autre chose que la préparation préconisée par l'OMS? Donc c'est la première question. C'est clairement non. Merci. C'est clairement non. Voilà. Hein. On n'a pas le droit de faire des préparations maison ou des pommades. Des remèdes secrets. Des remèdes secrets. Voilà. Voilà, donc c'est très clair. Hein, pas de gel à base d'aloe vera, d'huile essentielle. C'est interdit. Pas de sauce interne. Merci. Et est-ce qu'on peut vendre, par contre, au public les composants séparés? Oui, on peut vendre au public les composants séparés, bien sûr, en tenant compte de ce que vous a dit Gilles concernant la taxation et les droits d'assises de l'alcool vendu au détail. Merci. Pardon, Karine, il faut quand même décommander au passage. Enfin, oui. Moi, j'aurais tendance à dire... Je crois qu'il vaut mieux qu'on fasse ces préparations dans nos officines et dans nos préparatoires plutôt que de laisser faire cela dans le coin d'une cuisine. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur les solutions hydroalcooliques? J'ai l'impression qu'on a à peu près rassemblé toutes les questions. J'en vois pas d'autres arriver. De toute façon, s'il y en a qui arrivent, bien évidemment, on pourrait les périmer, on l'a abordé. Ok, donc je vous propose de passer alors au sujet suivant,
La conduite à tenir avec les patients dans l'officine, on l'a un petit peu abordé, mais je voudrais peut-être qu'on se place déjà sur peut-être le stade 3 et qu'est-ce qu'on peut d'ores et déjà recommander en termes de flux de patients dans la pharmacie. Gilles, pour commencer. Donc d'abord, on va faire des propositions sur d'abord l'organisation dans la pharmacie. Si on est sur une période extrêmement tendue avec énormément d'activités et peut-être un personnel qui est réduit en raison de maladies, on peut conseiller à nos patients de nous contacter pour préparer des renouvellements. À l'initiative du patient, bien évidemment, ce n'est pas le pharmacien qui va le préparer, ce qui permet de préparer des ordonnances, d'avoir les médicaments tout prêts, et quand ils arrivent à la pharmacie, de pouvoir leur délivrer avec un temps réduit, ce qui permet d'éviter les contacts. Donc ça, c'est une première organisation. Est-ce que tu veux que je parle de l'autre proposition ? Allez, on va laisser peut-être Philippe sur le flux de personnes dans l'officine, respecter peut-être. Oui, alors, donc, comme on vient de le dire, ce que nous allons faire, donc là, notre joyeuse petite bande, là, nous allons essayer de proposer au gouvernement une proposition pour qu'il y ait une conduite à tenir selon le stade donc de l'épidémie qui soit sur le site du ministère de la même façon que les médecins ont également des conduites à tenir spécifiques. Donc effectivement sur les flux de patients là-dessus, il faudra essayer autant que faire se peut de trouver des lieux de dispensation qui soient assez lointains les uns des autres, au moins de plus d'1 mètre. Donc, si vous avez plusieurs files de comptoirs, eh bien, il faut organiser l'officine dans ce mode d'organisation-là. Voilà. Donc, on reviendra peut-être sur les stades 3 tout à l'heure. Oui. Quelques recommandations sur le personnel. On a eu pas mal de questions concernant le droit de retrait. Il faut déjà dire en premier lieu que ça ne s'applique pas dans ce genre de situation, bien évidemment. Ça ne s'appliquerait pas de toute façon vis-à-vis de notre convention collective en officine. Et puis bien au-delà de ça, moi je compte vraiment sur vous tous, les adjoints, à côté de titulaires. Je sais que vous êtes des solidaires, vous aimez votre exercice et que vous n'allez pas, c'est pas aujourd'hui que vous allez partir en courant. Vous avez envie de continuer à faire ce que vous faites au quotidien, c'est-à-dire être proche de vos patients. Alors là, il ne faudra pas être trop proche, bien évidemment, on l'a évoqué, mais ce qui est certain, c'est qu'on sait qu'on peut compter sur vous. Je sais, et nous tous ici, si on est tous réunis ce soir, on sait qu'on peut compter sur vous. L'équipe officinale doit continuer à être naturellement au rendez-vous. J'en profite aussi, Karine, pour rappeler, on avait une question sur les femmes enceintes, même chose. Là, ça peut être du cas par cas, naturellement, des situations exceptionnelles feraient qu'elles consulteront s'il le faut, mais bien sûr, elles ne sont pas plus en danger que pour d'autres épidémies, d'autres virus, comme le virus de la grippe, par exemple. En effet, dans les recommandations qu'on entend tous les jours de la DGS, les femmes enceintes ne sont pas citées comme les personnes fragiles qui nécessitent, en tout cas pour le moment, un traitement particulier. Avant de passer la parole à Philippe, un petit mot, Gilles, sur la perte d'exploitation. Oui, c'est une question que beaucoup de pharmaciens se posent. Savoir, est-ce que s'ils sont obligés de fermer, parce qu'ils ne peuvent pas exercer, qu'ils ne trouvent pas de remplaçant, est-ce que leur assurance va couvrir une perte d'exploitation? Donc il faut poser la question à votre assureur, et dans certains contrats, vous avez la possibilité, il est écrit noir sur blanc, que si l'ARS dit que la pharmacie doit être fermée pour telle et telle raison, pour des raisons sanitaires, pour des raisons d'absence de titulaire, parce qu'il est malade, à ce moment-là, ils peuvent faire agir éventuellement la clause de perte d'exploitation, mais ce sera contrat par contrat et à vérifier les conditions avec votre assureur. Philippe. Oui, une question importante avait été posée sur les personnels de l'officine, ou titulaires de l'officine d'ailleurs, qui ont été en cas contact, c'est-à-dire donc soit à titre personnel, soit à l'intérieur de la pharmacie. Que se passe-t-il quand soi-même, professionnel de santé, on a été en cas contact? Donc dans ce cas-là, le ministère de la Santé a donc donné une indication très claire sur la balance bénéfice-risque. Vous connaissez tous bien sûr la balance bénéfice-risque. Et la balance bénéfice-risque dit
que le professionnel de santé étant un bien et une denrée rare, il doit rester à son poste tant qu'il est asymptomatique. Ce n'est que si un professionnel de santé, donc un pharmacien ou un membre de l'équipe, a des symptômes et qu'il a été en cas contact, qu'il est en confinement et qu'on a la procédure du 15. Mais sans symptômes, vous restez à votre poste. Autre chose? Non? Est-ce qu'il y a d'autres... Et puis là, je ne vois pas trop de questions sur ce sujet-là. Je ne sais pas s'il y en a. Alors, un mot effectivement sur la réserve sanitaire. Évidemment, on s'attend tous à ce que la situation soit un petit peu tendue dans nos officines. Et on s'est posé la question si la réserve sanitaire pouvait être mobilisée donc, pour les officinaux. Jérôme? Oui, bien sûr. Je pense que tous les professionnels de santé, pharmaciens qui sont peut-être à la retraite aujourd'hui, qui veulent aussi porter main forte à nos officines, sont les bienvenus. Il faut surtout qu'ils se déclarent auprès de Santé publique France. Et sur le site internet de l'Ordre, vous avez aussi un outil, des pages pour pouvoir vous identifier, car on a besoin aussi de vous identifier. Alors, quelques précisions, parce qu'effectivement... Alors, justement, on est en rapport aussi avec nos étudiants, qui sont d'ailleurs dans la salle, mais que vous ne voyez pas à l'écran. En fait, c'est effectivement la réserve sanitaire, elle est normalement dédiée à l'hôpital. Donc, on ne peut pas officiellement la mobiliser pour nos officines. Néanmoins, avec nos étudiants, on réfléchit à mettre en place une application, une espèce de... on pourrait dire blabla pharma, même s'il faut trouver probablement un autre terme, mais en tout cas de se préparer à du prêt de personnel, donc que ce soit des étudiants, des retraités, qu'on pourrait imaginer inscrire à l'ordre rapidement du coup, et puis peut-être aussi du prêt personnel, et là j'en appelle bien évidemment à la solidarité entre confrères, mais si par exemple dans mon officine, j'ai pas de problème de personnel absent et que chez toi, tu as un adjoint qui est arrêté, peut-être je peux te dépanner avec un préparateur, bien sûr avec le consentement du préparateur et sans modification de ses conditions de travail et de son contrat de travail. Tu vois, à Rouen, ça va faire un peu de route. Mais voilà, on est en train, en tout cas, sachez-le, de réfléchir à des solutions pour anticiper ce stade 3 qui va bien évidemment, on peut l'imaginer, nous créer des difficultés puisque, comme l'a dit Jérôme, pour nous tous, la priorité, ça va bien être d'assurer la continuité des soins. Gilles, on est en train aussi de discuter d'autres solutions avec le ministère, mais encore une fois, pour le moment, ce sont que des pistes qu'on est en train de travailler. Je vous assure qu'on se voit tous les jours, tous, pour justement, d'abord, encore une fois, je le redis comme j'étais en introduction, essayer de répondre, de continuer à vous apporter des réponses, mais surtout anticiper. Et c'est vraiment ça, ce qu'on essaye de faire, c'est anticiper. Gilles? Alors sur les propositions qu'on est en train de faire, on voit bien que très rapidement, si l'épidémie se répand, on va avoir un temps médical qui va devenir très rare, malgré la téléconsultation, malgré le développement de nouvelles technologies. Ce que l'on a proposé au ministère, c'est clairement de dire que quand on a un patient qui est stabilisé avec un traitement chronique, qui a un traitement de plus de 3 mois, je ne dis pas une ordonnance de plus de 3 mois, un traitement de plus de 3 mois, et qu'il est stabilisé, que le pharmacien puisse renouveler le traitement 1 mois supplémentaire, et après on verra plus tard, et pas une seule boîte. Donc cette proposition est à l'étude, parce qu'elle permettrait aux patients de ne pas être stressés pour avoir leur traitement chronique, de ne pas être obligés d'avoir une prescription de médecin, sachant que les médecins ne seront pas disponibles, et nous de nous assurer que ce traitement est stabilisé pour le patient et qu'il n'y a pas de difficulté pour pouvoir le renouveler. Donc nous sommes en train de faire cette proposition. Nous avons insisté auprès de l'assurance maladie pour voir dans quelles conditions l'assurance maladie pourrait prendre cette dispensation exceptionnelle sans qu'il y ait de risque pour le pharmacien ou pour l'assuré. Donc c'est à l'étude. En tout cas, ça permettrait de dégager du temps médical immédiatement. Tu l'as évoqué et je pense que ça vaut le coup aussi de préciser la téléconsultation.
Qu'est-ce qu'on fait avec les ordonnances de téléconsultation? Oui, ça vaut le coup de le préciser. Et nous avons demandé à l'assurance maladie de nous faire une circulaire pour rappeler les nouvelles règles concernant la téléconsultation pendant cette crise de coronavirus. Alors, que vous sachiez, on a déjà eu l'occasion à de multiples reprises de vous expliquer les choses. Les prescriptions issues d'ordonnances de téléconsultation sont d'une part... on peut les dispenser sans difficulté du moment que le médecin a un RPPS ou qu'on le reconnaît en tant que médecin, d'une part. Donc on peut déjà dispenser, honorer la prescription. Deuxièmement, elle est remboursable si c'est un médecin français ou européen, elle est remboursable. Et ce qui nous manque, et c'est pour ça que nous avons demandé une précision à l'assurance maladie, c'est les questions dans lesquelles nous pouvons faire le tiers payant. Puisque ça, c'est la dernière méthode. Il nous faut, pour faire le tiers payant, un numéro spécial qui est un numéro d'identification CPM, le fameux numéro qui commence par le code du département, le numéro 1 pour le médecin. Donc ça, c'est quelque chose qu'il nous faut. Et certaines plateformes mettent des numéros qui ressemblent, qui sont des numéros finesse, et qui ne sont pas des numéros d'identification CPM. Donc c'est pour ça que nous avons demandé cette précision à l'assurance maladie, mais globalement, on doit s'attendre à avoir plus de ces téléprescriptions que nous pouvons parfaitement honorer. À ce stade, une autre des propositions que nous avons faites est de se servir justement, le temps médecin d'une part, comme l'a dit Gilles, risque d'être rare, et par ailleurs, il faut éviter que les patients contaminent tout le monde en venant forcément dans les officines. Donc s'ils sont contaminés, l'idée est qu'ils nous envoient par tout moyen à leur convenance l'ordonnance à la pharmacie. Donc les moyens sont fax, sont mail, sont les applications mobiles que les pharmaciens ont distribuées à leurs patients. Donc tout moyen à la disposition des patients. Comme ça, on peut préparer l'ordonnance et potentiellement aller la porter sans rencontrer le patient, bien sûr, puisque l'idée, c'est de ne pas accentuer les contacts. Pierre. Il est important aussi de rappeler que quand même le pharmacien a une mission d'authentification de l'ordonnance. Il doit vraiment savoir d'où elle vient quand même. Il doit savoir qu'il a affaire à un vrai médecin. Et ça, c'est du bon sens qu'il faut qu'on mette en place dans ces circonstances. En prévision du stade 3 ou en tout cas du stade 2 renforcé, on voit qu'on va arriver dans une phase où on va inciter les patients au retour à domicile, en tout cas les patients non graves, et avoir recours au MAD ou HAD. Gilles, un mot sur ce point. Oui, ce sont alors, dans le stade 3, c'est ceux qui peuvent rester en ville, restent à domicile et ne se déplacent pas. Ceux qui ont été hospitalisés mais qui ne sont pas dans des situations graves peuvent revenir à domicile. Et là, bien évidemment, il peut y avoir besoin de matériel médical, d'aérosols, d'oxygène, de lits médicalisés éventuellement. Et donc, bien sûr, nous avons demandé au pouvoir public de voir comment on pourrait s'organiser au moment de cette sortie pour qu'on puisse amener ce matériel à domicile et demander également quel équipement nous devrions avoir pour pouvoir aller au domicile du patient et le faire dans des conditions de complète sécurité. Jérôme, un mot sur les dispensateurs d'oxygène, les pharmaciens. Ouais. Là, la réponse, elle est pour l'instant encore partielle, parce que les textes semblent expliquer que c'est les ARS qui auraient qui devraient normalement distribuer, bien sûr, les masques. Fort heureusement, un grand nombre d'entre eux disposent de masques parce que c'était déjà dans leur activité habituelle. Il est clair que ils ont une carte CPS. Je pense que si le besoin en fait sentir, s'ils ont éventuellement repéré un malade qui serait dans une situation et qu'il serait au contact, ils seront bien sûr bienvenus de se protéger à ce moment-là. Et de toute façon, ce type de patient sera vite envoyé vers le 15 pour qu'il soit pris en charge. Je pense que les situations graves les concernant, je veux les rassurer, ils sont plus de 600 certainement à nous regarder ce soir. Il faut les rassurer, ils ne vont pas être confrontés à des situations particulièrement graves de leur point de vue. Et puis si les choses évoluent très vite, compte tenu de ce qu'on a entendu tout à l'heure du ministre, je pense qu'ils rentreront dans le flot commun de tous les professionnels qui seraient susceptibles de récupérer ces nouveaux masques. En parlant justement de
probablement de l'évolution de la situation, vous avez compris que les autorités vont chercher à régionaliser la prise en charge des patients et l'organisation dans les territoires des soins. Donc il est fort probable, et on le voit déjà dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est ou en Corse, que ce sont les préfets et les ARS qui prennent la main sur les décisions de politique de santé locale. Donc, vos interlocuteurs dans les jours ou dans les semaines à venir pourraient être les ARS plus que nous au niveau central, même si, bien évidemment, on va s'attacher à garder une vision globale nationale, mais dans le futur, il faut être prêt à ce qu'une région fonctionne différemment d'une autre en fonction de l'évolution de l'épidémie, et notamment sur la dotation des masques, et notamment sur l'organisation du circuit du patient. Donc on vous tiendra informé, bien sûr, au mieux que nous pourrons, en tout cas au niveau national, central, mais voilà, il y aura probablement des spécificités régionales. Laure, quelques questions aussi ou quelques inquiétudes sur des rumeurs de rupture. Est-ce que tu peux nous rassurer liées au coronavirus? Oui. Alors, je ne parle pas des ruptures habituelles, bien sûr, qui déjà nous embêtent assez déjà comme ça. Rupture complémentaire, à ce stade, aucune rupture liée à la situation du Covid-19 ne sont prévues. Il faut savoir que les autorités ont communiqué avec l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques pour les questionner justement par rapport à leur fabrication, par rapport à la provenance des produits rentrant dans les médicaments, et également, puisque c'est les API qui sont concernés, sont les excipients et également les sites de fabrication. Donc, à ce jour, pas de rupture entre guillemets anormale, c'est-à-dire celle que l'on constate comme habituellement. Ce que je peux rajouter également, c'est que ce soit les laboratoires exploitants d'AMM, les fabricants, que ce soit les distributeurs en gros, nous sommes tous dotés de PCA, c'est-à-dire de plans de continuité d'activité, que nous avons déjà tous déclenchés, mis en œuvre au sein de nos entreprises. C'est-à-dire que nous avons identifié, nous avons fait une gestion de risque qui est prévue, c'est dans nos gènes, hein, quelque part, comme on est des établissements voués à la santé publique, on se doit de s'assurer de la continuité de notre activité, quelles que soient les conditions dans lesquelles on se trouve, et notamment dans les conditions de pandémie. Donc c'est des choses qui ont déjà été prévues depuis de longs mois, voire plusieurs années, et pour lesquels on fait des tests régulièrement. Donc là, on n'est maintenant plus en phase de test, on est en grandeur réelle. Ça a été activé dans l'ensemble de nos entreprises, et ce, pour continuer de pouvoir livrer l'ensemble des officines de France et de Navarre, et ça, bien sûr, dans les meilleures conditions possibles. Merci Laure, parce que c'est vrai que ça rassure un petit peu. Et de la même façon, alors on n'a pas de représentant de la section B, donc les métiers d'industrie, mais là aussi, l'ANSM et même au niveau européen, les études sont en cours, et les retours des laboratoires est plutôt rassurant de dire qu'à court terme, et au moment où on se parle, il n'y a pas de risque identifié de rupture particulière. Donc voilà, donc moi je vous encourage à rassurer vos patients, d'éviter ce qu'on appelle l'effet sucre. On est tous témoins des rayons de supermarché qui se vident en pâtes, en riz et en sucre. Il ne faudrait évidemment pas que ça arrive pour le médicament. Voilà, on est tous témoins de ces comportements dans nos officines. Donc, s'il vous plaît, rassurez vos patients. Il n'y a pas de risque de rupture. Et du coup, évitez vous-même, bien évidemment, ce réflexe. Je demande en régie s'il y a des questions qui sont arrivées auxquelles je n'ai pas pensé. Alors, non, honorer, pardonnez-moi, j'ai une question qui arrive. Dois-je honorer la demande de 50 boîtes de paracétamol pour un patient? Eh bien non, bien évidemment, pour plein de raisons, les raisons qu'on vient d'évoquer, mais aussi des raisons de santé publique. On sait bien que le paracétamol, c'est aussi un médicament qu'il faut utiliser avec parcimonie. Le risque, c'est que cette personne
d'abord, si elle les consomme toute seule, elle risque d'avoir des soucis, mais surtout qu'elle les redistribue autour d'elle, qu'elle en fasse de conseils à d'autres personnes sans un conseil pharmaceutique. Donc, bien évidemment, non. Le conseil, c'est de dire non. Et voilà. Alors, il y a une question sur la délivrance supplémentaire. Serait-elle envisageable pour anxiolytiques? Oui, Alors, oui, ouais. vous avez raison, enfin, c'est bien d'avoir posé la question. Bien évidemment, on sait qu'on ne peut renouveler que les traitements chroniques et sont exclus les anxiolytiques, les hypnotiques et les stupéfiants. Donc on a posé la question au ministère, parce que bien évidemment, pour un anxiolytique ou un hypnotique, quand le patient le prend malheureusement régulièrement, est-ce qu'on l'oblige à aller chez le médecin juste pour un mois de traitement? Donc la question est posée. Ça fera partie des réponses que nous devrions avoir, j'espère, dans les prochaines semaines. J'ai juste une petite question technique en régie. Ma tablette, elle n'est pas à jour de l'écran et comme je ne vois pas bien ce qui s'affiche, je ne sais pas s'il y a un moyen de synchroniser ma tablette avec ce que je n'arrive pas à lire là-haut, à moins que mes petits copains aient une meilleure vue que moi. Je vois, mais il n'y a pas grand-chose qui est de... Non, il n'y a rien de plus. Alors, va-t-on devoir faire les tests à la pharmacie pour dépister les cas positifs? À ce jour, ce n'est pas prévu. Et franchement, on n'est pas très demandeur. Alors, on va pouvoir peut-être, à moins qu'il y ait quelque chose qui évolue, mais voilà, c'est quand même... Il faudrait qu'on soit équipé en masque FFP2, il faudrait que... Voilà, on commence tout juste à faire les TROD angines. Bon, on peut débattre, mais... Et puis justement, si on passe en phase 3, il n'y aura plus de dépistage. Ouais. Donc l'affaire est entendue. On a nos amis pharmaciens biologistes dans les labos qui vont être déjà sollicités. Je pense que c'est pharmaciens et médecins, d'ailleurs biologistes, mais en l'occurrence pharmaciens, qui vont déjà se poser eux-mêmes la question de comment le mettre en pratique. Donc je ne suis pas sûre que les officinaux soient quelque chose qu'il faille prôner pour le moment. Il y a d'autres questions sur les solutions hydroalcooliques, peut-être, Pierre? Oui, faut-il tracer la délivrance des SHA? C'est aussi prévu dans l'arrêté. Il est prévu dans l'arrêté, dans l'étiquetage, que vous mettiez un numéro de lot. Donc, pour mettre un numéro de lot, utilisez votre ordonnancier de préparation et imputez un numéro de lot à vos dispensations. Sachant que, pour revenir sur l'étiquette, dans l'arrêté, il y a bien un modèle de tout ce qui doit figurer sur l'étiquette. Donc, on peut tout à fait, là aussi, se référer à l'arrêté pour avoir les mentions que doivent comporter l'étiquette. Les FFP2, donc on a compris que c'était pour l'hôpital, qu'on n'en aurait pas et que c'est bien la technique du double masque qui équivaut à un FFP2, donc le patient et le professionnel de santé. Je demande en régie à mes petits collègues s'ils ont vu d'autres questions que je n'aurais pas identifiées. Ce que je vous propose, bon, on pourra revenir encore sur des questions, mais c'est peut-être commencer un mot de conclusion. Jérôme? Je veux le redire, hein, pour nous tous, tous pharmaciens d'officine, solidaires avant tout. Je sais qu'on peut compter sur vous à tout moment et encore une fois, ça va être encore le moment de le prouver, qu'on continue à être fiers de ce que l'on fait tous au quotidien. Merci. Merci Jérôme. Laure? Simplement préciser que l'ensemble de la chaîne du médicament, qui commence depuis les fabricants pour arriver jusqu'au dispensateur, tout en passant par les distributeurs en gros, est très mobilisé et qu'on est prêt également pour une future dotation de l'État si on nous sollicite à nouveau et que bien évidemment on est à vos côtés, vous pharmaciens d'officine, pour pouvoir continuer l'approvisionnement en médicaments tout au long de cette période délicate. Merci Laure. Philippe ou Pierre? Je ne sais pas, aller dans l'ordre. Oui, dire que deux choses sont importantes dans cette crise épidémique. La première, c'est que, vous avez entendu le ministre, nous sommes des professionnels de santé, nous, les pouvoirs publics et les autorités de santé comptent sur le réseau pharmaceutique pour sa dispensation et pour son rôle de professionnel de santé et pour sa proximité. C'est vraiment le moment de nous montrer à la hauteur de ce que nous disons au quotidien, c'est-à-dire que le maillage territorial de la pharmacie française est indispensable à la santé. C'est vraiment le moment d'être au rendez-vous de ce challenge. Donc vraiment, je vous invite à ça et à cette responsabilité, et à cette discipline.
Notre rôle de syndicat et notre rôle ici à tous, à la table, c'est de protéger les pharmaciens. C'est de faire en sorte que vous ayez les équipements, que vous ayez... Donc nous sommes écoutés, vous avez vu, nous sommes entendus. Il faut être obéissant, mais il faut savoir protéger à la fois son équipe et soi-même pour pouvoir opérer. Donc retenez les consignes, lisez les DGS urgents, allez sur les sites officiels qui sont donnés et ça, on va traverser cette crise comme on a traversé d'autres. Pierre. Il ne vous a pas échappé que j'étais le seul à cette table à avoir une cravate. Et mon voisin de droite m'a dit « mais garde-la parce que toi, tu es le droit, tu es l'ordre ». Et il ne vous a pas échappé non plus que nous avons derrière nous le serment de Galien. Ce que le ministre a dit tout à l'heure, c'est qu'il a demandé du civisme. Et au-delà du civisme, moi je vais vous demander de respect de la déontologie. Je vous en supplie, ne mettez pas un gel pour 50 € de parapharmacie sur vos vitrines. C'est pas ça qu'on vous demande. Soyez sérieux, on est avec vous. Et puis une autre demande que j'ai envie de vous faire, on est tous ensemble ici pour défendre l'honneur de la profession, pour vous défendre, pour essayer de vous apporter des réponses. Merci, je vous en supplie, et arrêtez de tirer sur l'ambulance. Merci. Merci Pierre. Gilles. Ouais, c'est vrai que nous sommes en train de vivre une période inédite, difficile, compliquée. Compliquée parce que tout le monde est bien sûr sous pression, bien sûr la population, bien sûr nous, les inquiétudes de nos équipes. La population a confiance en nous. Elle attend des pharmaciens des réponses, même si ce n'est pas facile, parce qu'on refuse des masques, on refuse des solutés, et on leur fait comprendre que l'on fait tout ce que l'on peut pour pouvoir répondre à leurs demandes. Donc c'est dans ces moments de tension qu'on voit la valeur d'une profession. Et c'est dans ces moments-là où notre travail, c'est de rassurer, de travailler en commun avec les autres professionnels de santé, et ça devrait resserrer les liens entre les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, tous ceux qui interviennent autour du patient. Donc on a un devoir de réussite, à la fois vis-à-vis des patients, à la fois vis-à-vis des pouvoirs publics et à la fois vis-à-vis du diplôme sur lequel nous travaillons depuis des années, et les engagements que nous avons pris par rapport à ce métier. Merci encore une fois à vous tous, d'abord d'avoir pris encore de votre temps ce soir, après probablement une longue journée pour vous tous et des jours déjà bien chargés. Comme je l'ai dit, les questions, il y en a qui viennent d'arriver, mais promis, on y répondra sur le site internet rapidement. Je voudrais vraiment aussi remercier toute la profession. Franchement, ça fait chaud au cœur, je pense qu'on peut le dire. On a déjà prouvé par le passé que tous unis, on arrivait à faire de grandes choses. Je veux parler de la vaccination, je veux parler de la démarche qualité. Donc, nul doute que tous ensemble, on arrivera, comme il a été dit, à surmonter cette crise. Sachez que nous sommes mobilisés, j'allais dire, H24, auprès des autorités, mais aussi à vos côtés, pour faire remonter vos questions et vos interrogations et vos préoccupations. Donc, merci à vous et à très vite.